L'aluminium plus l'eau, ça donne de l'oxyde d'aluminium plus de l'hydrogène. Et une grosse explosion. Une explosion équivalente à celle d'une bombe de 700 kg de TNT, voire davantage. Curieusement, le rapport officiel du gouvernement sur l'effondrement des Twin Towers ne fait pas mention de l'aluminium. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. All three engines up and burning. 2, 1, 0, and liftoff. The final liftoff of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream. Lors du décollage, la décharge d'énergie des navettes spatiales, comme ici Atlantis, est extraordinairement violente, mais elle reste sous contrôle. Du fait de sa densité énergétique, l'aluminium entre depuis de nombreuses années dans la composition du carburant des fusées. Une fois l'aluminium fabriqué, on peut théoriquement le fondre à volonté pour le retraiter. Car il faut savoir que le recyclage de l'aluminium nécessite 2 fois moins d'énergie que la fonte de la ferraille usagée. Le matériau recyclé est extrêmement intéressant en termes de profit. Les taux de recyclage sont très élevés. Ils atteignent 95%. Et les produits obtenus ont une très haute valeur ajoutée. À chaque étape de la transformation, la valeur du produit est multipliée par 5. D'abord de la bauxite à la poudre d'oxyde, puis de celle-ci à la barre de métal qui pourra prendre toutes les formes et toutes les épaisseurs voulues. Mais la phase de production la plus coûteuse et la plus polluante est de plus en plus délocalisée dans les pays en voie de développement. Dans les crèmes solaires, l'aluminium facilite l'application du produit sur la peau et augmente son indice de protection. Les composés d'aluminium conviennent particulièrement bien au nettoyage des piscines, car ils agissent sur les substances en suspension en les coagulant. Une fois agglutinés, il suffit de les filtrer ou de les aspirer. Sur le barbecue, les barquettes en aluminium empêchent les aliments de noircir et de carboniser. On trouve du papier d'aluminium dans tous les foyers. Nous vivons à l'ère de l'aluminium. Son miroitement est omniprésent. L'eau de surface étant généralement plus sale que l'eau souterraine, on la traite souvent à l'aide de composés d'aluminium. Par exemple, dans la station d'épuration de Camelford, dans le sud-ouest de l'Angleterre. En 1988, il s'est produit un incident qui a eu des conséquences dramatiques. Je passais par ici tous les matins pour aller chercher les journaux, le long de la rivière. Ce jour-là, la berge était couverte de poissons morts. Plus un seul n'était vivant. Je me suis demandé ce qui avait bien pu se passer. Le soir, ma femme a pris un bain. Et quand elle s'est lavé les cheveux et qu'elle a mélangé le savon et l'eau, c'est devenu tout bleu. Elle a été très surprise, mais elle ne s'est pas inquiétée, ça l'a seulement étonnée. Ça s'est passé mercredi soir. On n'a rien su avant le jeudi midi. On a pris un café le matin, il avait mauvais goût. On ne savait pas pourquoi. Ça pouvait venir d'un tas de choses. Ça tachait les gants de toilette. On ne pouvait plus se brosser les dents. Quand on mettait le dentifrice dans notre bouche, ça faisait plein de mousse.
Le service des eaux évoque alors un problème technique mineur. L'eau est parfaitement saine et on peut la boire, même si, à cause de son goût, les gens n'auront pas envie de le faire. On peut s'en servir tout à fait normalement, mais il est possible qu'elle irrite la peau de certaines personnes. Doug Cross a fini par faire le lien entre les poissons morts et le goût bizarre de l'eau. Quand je suis arrivé le matin, il y avait des poissons morts ici, pas plus haut au-delà du barrage. Donc la pollution de la rivière ne pouvait pas venir de l'amont. Elle venait d'ici. C'est alors que quelqu'un a dit que plus loin sur la route, on avait vidangé les conduites d'eau pendant la nuit dans la rivière de l'autre côté du pont. C'est ce qui avait tué les poissons. En d'autres termes, notre eau potable était empoisonnée. Quelques semaines plus tard, les représentants du service des eaux ont fini par expliquer ce qui s'était passé. Un chauffeur de camion avait déversé par erreur un chargement de sulfate d'aluminium dans le réservoir d'eau potable. L'eau contaminée est passée directement dans les conduites d'alimentation du secteur. Lorsqu'il s'est aperçu de l'erreur, le service a tout bonnement laissé l'eau souillée s'écouler, ce qui explique la mort des poissons. À l'époque, Doug Cross est à la tête du comité pour la reconnaissance du scandale. Ce qu'il faut qu'on sache maintenant, c'est quels seront les effets à long terme de cet accident. Je pense qu'il y a eu pas mal de négligence dans le suivi de cette affaire. On n'a pas recueilli tous les indices existants. Avec Carol, sa femme, ils ont eux aussi bu cette eau polluée. Nous avons tout fait pour éviter de boire cette eau. Mais nous avons dû en absorber une certaine quantité. On l'a stockée dans le réservoir du toit de cette maison, là où nous habitions. Puis ma femme a commencé à souffrir très sérieusement d'arthrite. Sa maladie était relativement bénigne à l'époque. Il y avait beaucoup de cas bien plus graves. Certaines personnes m'ont raconté qu'elles avaient des trous de mémoire en conduisant. Elles s'arrêtaient brusquement sur le côté de la route et se disaient « Où est-ce que je vais ? Pourquoi suis-je sur le côté de la route ? Je suis du mauvais côté. » Ce genre de choses devenait courant. Puis j'ai commencé à recevoir des coups de fil de fermiers. L'un d'entre eux m'a dit « J'avais 40 agneaux dans un pré alimenté par une conduite d'eau de la ville, et dans un autre pré, j'avais 200 agneaux avec de l'eau de source. Tous ceux qui étaient dans le pré avec de l'eau de source sont en bonne santé, mais sur les 40 qui buvaient l'eau du robinet, 10 sont morts. » Puis on m'a fait part du même genre de problème avec les vaches. Quand on voit de gros animaux mourir et qu'on vous dit « Mais non, ça n'affecte pas les hommes », on sait que c'est un mensonge. En 2003, 15 ans après l'accident, Doug Cross a remarqué des changements inquiétants dans le comportement de sa femme. Le premier symptôme qui s'est manifesté, c'est qu'elle avait des problèmes dans les magasins. Quand on lui demandait de payer, elle donnait n'importe quelle somme en souriant. Elle ne savait pas du tout si c'était le bon montant. Et j'ai fini par m'apercevoir qu'elle achetait toujours la même chose. J'ai dû m'occuper seul des courses. Elle avait fait de merveilleuses peintures sur galets, de très belles choses, très minutieuses. Mais petit à petit, la qualité a diminué et elle a fini par abandonner. Elle n'en était plus capable. Elle est devenue extrêmement faible. Et petit à petit, elle a perdu toutes ses facultés. Un jour, elle m'a dit « Tu prendras soin de moi ». Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Ce n'est qu'après que je me suis rendu compte de la gravité du problème. Puis, à un moment donné, elle m'a regardé et elle m'a dit doucement « Adieu, adieu, adieu ». Et c'était la dernière fois qu'elle m'a parlé. Carol est décédée peu de temps après. Elle avait 59 ans. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Doug assez surprenant. D'abord parce qu'il m'a annoncé que sa femme venait de mourir, et ensuite parce qu'il m'a expliqué qu'il était préoccupé. La cause de sa mort était inconnue, et il n'acceptait pas de ne pas savoir de quoi elle était morte. La médecine légale envoie à Christopher Exley un échantillon du cerveau de Carol Cross. Il l'analyse et en profite pour examiner sa teneur en aluminium.